Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette exposition dont on vous parlera plus longuement. Un travail d'un an et une exposition qui devrait apporter quelque émotion à la ville. Alors, j'adresse donc Madame l'adjointe à la culture, Isabelle Dupuis, Madame la conservatrice à la Bibliothèque de France, Madame la direction de la culture, qui remplace donc Michael Margeau, qui n'a pas pu être là ce soir, Morgane Loisard, et Monsieur le directeur de la médiathèque, Pierre-Gérard Fouché. Chers amis, les choses naissent souvent d'une rencontre. Laurence Lebras et moi, nous nous sommes rencontrés au Cercle Richelieu, que certains connaissent peut-être, où elle présentait une conférence sur les manuscrits de l'extrême. C'est une exposition qui a été menée en 2019 à la Bibliothèque nationale de France. Et l'émotion était au rendez-vous ce soir-là, avec les mots qu'elle a pu dire. Et donc l'idée a surgi. Inviter Laurence à l'Encre Malouine et proposer dans notre ville une exposition de ces manuscrits, bien entendu en facsimilé. Le projet a été lancé, la direction de la culture l'a accepté avec enthousiasme, et il restait à le mettre en œuvre. Ça a été un immense travail, un travail d'un an, un travail qui, comme tous les travaux, nécessite beaucoup d'engagement et nécessite beaucoup de doutes. Il a requis beaucoup d'énergie à tous ceux qui ont pris part. Et ce soir, l'Encre Malouine est fière d'inaugurer ce vernissage et d'apporter donc à la ville de Saint-Malo une émotion tout à fait inattendue. Car tous les documents que vous allez voir sont l'expression d'une douleur vécue dans des conditions extrêmes, reflétant ce que les hommes vivent, ce dont ils souffrent, ce dont ils meurent parfois. Et leurs mots nous renvoient à ce que nous sommes, et c'est sans doute cette coïncidence avec nous que nous n'oublierons pas. Cette émotion est protéiforme, elle a pris toutes les formes, dessin, image, objet, chaque fois intense, chaque fois désespérante, et en même temps le témoignage est là, qui nous les restitue ce soir, vivants. Vous verrez une chaise, vous verrez les dessins des malheureux enfants d'Isieux. Ils appartiennent à notre patrimoine, et puisque vous êtes là ce soir pour les regarder, dans ce quatrième lieu de la Grande Passerelle, leurs mots n'ont pas été écrits en vain, leurs dessins ont gardé leur couleur. Les objets se sont imprégnés de ce qu'ils furent, et leur souffrance rayonne désormais comme un soleil noir qui éclaire notre compréhension du monde. Merci, chère Laurence, de permettre cette soirée d'exception. Et je donne la parole maintenant à Isabelle Dupuis, adjointe à la culture, qui a tout un ensemble de choses à vous dire, et elle la donnera elle-même à Laurence Lebras, qui rentrera dans le vif de l'exposition. Eh bien, je remercie Charlotte Cabot qui finit avec ce soleil noir de Gérard de Nerval dans El Desdichado, le malheureux. J'ai trouvé que cet oxymore célèbre qu'on connaît tous, eh bien, effectivement, c'était une très belle image pour parler de ces manuscrits de l'extrême. Effectivement, c'est sur une proposition de l'association L'Encre Malouine, et plus précisément de sa solaire présidente Charlotte Cabot, qui est en noir aujourd'hui. Et en robe. Voilà. C'est donc vraiment important pour la ville, et je représente Monsieur le maire aujourd'hui, qui vraiment aurait été très enthousiaste à participer à ce vernissage s'il avait pu. Il a un agenda vraiment chargé, donc il se fera un grand plaisir de visiter l'exposition dès qu'il le pourra. En tout cas, c'est vraiment important pour nous de souligner. C'est vraiment sur une proposition d'une association qui est reconnue, très reconnue à Saint-Malo, que la ville est fière d'accueillir, elle est vraiment fière. Cette exposition qui est très intense et vraiment de grande qualité. Manuscrits de l'extrême, prison, passion, péril, possession. J'ai l'impression d'être en cours de lettres, après avoir parlé d'oxymore, on parlait d'allitération, avec ces P. Et donc présenté en effet pour la première fois, je le rappelle, du 9 avril au 7 juillet 2019 à la BNF, sur son site François Mitterrand, donc à Paris. La ville de Saint-Malo en inaugure, comme vous l'avez dit, Charlotte, une édition résumée, composée de plus de 40 documents tout de même, sélectionnés et reproduits sous le contrôle attentif
de Laurence Lebras, conservatrice au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et commissaire de cette exposition. Parmi ceux-ci, on reconnaîtra bien, de nombreux noms, par exemple celui d'Henri Michaud, d'Antonin Artaud, de Blaise Pascal. Je m'arrête un peu parce que pour moi, ça a été un grand souvenir de cours de philo et de voir que le mémorial de Blaise Pascal est ici. Voilà, chacun, je pense que personnellement, on va être attaché à certains manuscrits, certains objets, certains dessins. Donc Stéphane Mallarmé, qu'on peut citer aussi, Marie Curie ou Marie-Antoinette, pour n'en citer que voilà, quelques-uns qui côtoient les mots d'anonyme aussi, ne les oublions pas, surtout pas, conservés par la BNF et par un grand nombre d'institutions ou de prêteurs privés. Donc chacun de ces documents constitue le témoignage d'une histoire personnelle, vous l'aurez compris, qui souvent résonne avec la grande histoire, celle que l'on enseigne. Ils ont en commun d'avoir été rédigés, parfois à la hâte, dans des conditions extrêmes, comme le rappelait Charlotte, la détention, la passion amoureuse, la mort inéluctable ou parfois les prémices de la folie. Qu'il s'agisse des billets jetés des trains emportant des femmes et des hommes vers un destin funeste, qu'il s'agisse des bandes de dessins des enfants d'Isieux, je pense qu'ils nous auront tous énormément touchés ou qu'ils vont énormément nous toucher, ces enfants d'Isieux qui ont été pris dans cette rafle en avril 1944 sur ordre de Klaus Barbie, qu'il s'agisse encore de cette chaise au-dessous de laquelle Louis, résistant anonyme, enjoint ses camarades féminins et masculins qui le suivront dans cette cellule à conserver leur foi, eh bien ils disent chacun, à leur manière, des destins hors normes auxquels la ville est vraiment fière de rendre hommage. Je ne résiste pas juste, je sais qu'il ne faut pas être long parce que je veux après vraiment laisser la parole dans quelques minutes à Laurence Lebras, mais je ne résiste pas au plaisir de vous citer. Ce sont peut-être vos mots, que je n'ai pas eu le temps d'en parler avec vous. Madame Lebras, dans le texte de la présentation du catalogue de l'exposition, après la préface, il est écrit quelque chose d'essentiel. Tous ces manuscrits attestent le lien organique entre le langage et notre humanité. Lorsque nos vies menacent d'être brisées, l'usage des mots demeure l'ultime manifestation de ce qui constitue et fonde cette humanité. Je trouve que vraiment cette phrase, elle résume beaucoup de choses. Alors je ne vais pas finalement citer tous les partenaires, vous pourrez les voir à l'entrée, mais je tiens quand même à remercier les institutions qui ont très aimablement accepté que soient reproduits les documents qui vous font face. Je vais en citer quand même quelques-uns pour qu'on ait une idée de l'importance. La Bibliothèque nationale de France, évidemment, les Archives nationales de France, et puis des bibliothèques comme la Bibliothèque littéraire si reconnue Jacques Doucet, d'autres comme des bibliothèques municipales, le musée de la Résistance et de la déportation de Besançon, le musée de l'Armée à Paris, et puis je remercie également les particuliers qui, eux aussi, ont accepté que ces documents soient reproduits. Je pense aux archives d'Henri Michaud, le poète, Monsieur Jean-François Fourcade de la librairie qui porte le même nom, Madame Armelle Le Goff et Monsieur Claude Mandibille. Madame Claude Mandibille. Je souhaite vraiment à nouveau adresser mes plus sincères et chaleureux remerciements à Charlotte Cabot, présidente de l'Ancre Malouine, et à Laurence Lebras, que j'ai présentée, pour leur implication permanente depuis 1 an au moins, afin que cette magnifique exposition puisse avoir lieu et donner ainsi le coup d'envoi de notre nouvelle saison culturelle. Évidemment, je dois aussi remercier très sincèrement la direction de la culture et son directeur Michael Margeau, qui est avec nous par la pensée, qui est représenté par Morgane Voisard en effet, et puis évidemment Pierre-Gérard Fouché, notre responsable de la médiathèque, qui a supervisé le projet pour la direction de la culture. Et je n'oublie pas ceux sans qui ce ne serait pas possible, c'est le service exposition. Il est là ce soir. C'est pas toujours le cas parce que souvent il y a beaucoup de choses à faire. Et donc c'est Jérôme Valfren, son responsable, accompagné de Vincent Duchemin. C'est un service qui est formidable et sans lequel on ne pourrait rien faire finalement, puisque de l'idée on passe à la réalisation. Je vous rappelle que cette exposition sera visible jusqu'au 26 septembre et qu'elle sera prolongée par quelque chose d'exceptionnel. Une rencontre le 16 septembre, toujours. Oui, tout à fait. Ça prolonge, on va dire, dans l'idée, cette idée d'exposition, toujours proposée par l'Ancre Malouine, cette conférence donc, du 16 septembre à 18 h à la Grande Passerelle, donc animée par Charlotte Cabot, avec Laurence Lebras, à qui je laisse enfin la parole.
avant de vous convier à un moment convivial autour d'un verre. Quelques mots avant le silence, le titre de la conférence. C'est tout à fait drôle que vous ayez commencé en parlant de Gérard de Nerval, parce que c'est un manuscrit que j'aurais voulu avoir dans l'exposition, mais impossible de le trouver pour l'instant, personne ne sait où il est. La dernière lettre qu'avait écrite Gérard de Nerval et qu'il avait sur lui au moment de se suicider, qu'il avait sur lui donc au moment de se suicider. Et ce manuscrit, je l'ai cherché pour l'exposition. J'ai mobilisé quelques libraires, mais personne ne peut pour l'instant le localiser. Alors l'exposition, vous avez cité cette phrase qui effectivement vient à la fin de l'introduction du catalogue, en disant très justement qu'elle résume très bien ce que sont ces manuscrits. L'exposition est aussi placée sous l'égide de cette citation d'Antonin Artaud, qui figurait à la fin de l'exposition à la BNF, qui figure aussi ici à la fin, parce que selon moi, elle dit aussi ce que sont ces manuscrits. On ne fait rien, on ne dit rien, mais on souffre, on désespère et on se bat. Oui, je crois qu'en réalité, on se bat. Appréciera-t-on, jugera-t-on, justifiera-t-on le combat? Non. Le dénommera-t-on? Non plus. Nommer la bataille, c'est tuer le néant peut-être, mais surtout arrêter la vie. On n'arrêtera jamais la vie. Et c'est ce que nous disent tous ces manuscrits sur lesquels je reviendrai dans quelques minutes, c'est qu'on n'arrêtera jamais la vie, quelles que soient les violences infligées aux personnes et le funeste destin auquel ils sont soumis. Alors, à mon tour, au nom de la Bibliothèque nationale de France, du département des manuscrits en particulier, dont je fais partie, et bien sûr en mon nom propre, je tiens à remercier tout d'abord Charlotte Cabot, dont la ténacité a permis que cette exposition ait lieu. Je tiens aussi à remercier évidemment la ville de Saint-Malo, qui a permis la mise en œuvre de cette exposition. Et puis, vous l'avez fait tout à l'heure, mais je viens de passer donc 5 jours avec eux, et je tiens vraiment à insister pour remercier à nouveau Jérôme Palfrel, Vincent Duchemin et leur collègue Rita Press, qui se sont vraiment démenés pour assurer le montage dans des délais très courts et pour trouver toutes les solutions techniques. Quand on est dans un montage d'exposition, il y a toujours des problèmes qui se présentent au dernier moment, des impensés, des imprévus. Et grâce à eux, vous pouvez ce soir voir cette exposition sous une forme qui, même s'il s'agit de facsimilés, eh bien, rappelle vraiment l'ambiance de l'exposition d'origine à la Bibliothèque nationale de France. Alors, je me réjouis vraiment de pouvoir apporter ici un peu d'un travail qui s'est fait ailleurs depuis de nombreuses années maintenant, mais dont tout a commencé pour moi dans cette ville lorsque j'y vivais, lorsque j'y ai passé toute ma scolarité. Et je ne me doutais pas du tout, alors, à cette époque, pouvoir ainsi plus tard payer mon dû pour toutes ces heures de lecture qui m'auront tant apporté en travaillant maintenant à la conservation et à la mise en valeur des archives et des manuscrits. Alors même s'il ne s'agit, donc on l'a dit, que de facsimilés, évidemment, les originaux ont une dimension émotionnelle encore plus intense, mais j'espère tout de même que ces manuscrits-là, sous forme de facsimilés, vous permettront de partager l'émotion qui a été celle de toutes les personnes qui ont collaboré pour la mise en œuvre de l'exposition à la Bibliothèque nationale, mes collègues de différentes institutions, les particuliers qui ont prêté, et puis les visiteurs aussi qui ont laissé de nombreux messages sur le livre d'or. Pourquoi cette émotion ? En fait, ces manuscrits, nous les connaissions au sein de nos collections. Alors on peut se dire, peut-être que l'émotion s'émousse au bout d'un moment à force de travailler sur ces collections. Mais on ne les avait jamais rassemblés de cette façon, c'est-à-dire sous ce thème commun des manuscrits de l'extrême, des manuscrits donc écrits dans des situations de vie extrême,
et qui emportent les traces matérielles. Ces manuscrits, par leur matérialité, disent quelque chose de la situation vécue par leur auteur et de la douleur ou de l'extrême joie qui l'emplissait à ce moment. Ces conditions extrêmes, vous l'avez lu dans le sous-titre, elles concernent des situations très différentes: prison, passion, péril, possession. C'est un parti pris de l'exposition, et c'est aussi quelque chose qui n'avait pas été fait, de mettre des manuscrits de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale à côté de manuscrits qui sont l'expression de la passion amoureuse ou d'états de conscience secondaire. On peut se dire, c'est radicalement différent, ça n'a absolument rien à voir. Mais en fait, lorsqu'on les regarde justement, ces manuscrits, on s'aperçoit, et lorsqu'on lit le texte de ces manuscrits, on s'aperçoit à quel point dans ces moments de détresse totale, quels qu'ils soient, eh bien c'est le même besoin d'exprimer son humanité par les mots, de se rattacher aux mots plutôt, pour exprimer peut-être une dernière fois cette humanité qui risque de disparaître du fait de la mort. L'idée de cette exposition, il faut quand même revenir sur le point de départ de cette exposition. C'est le manuscrit qui est derrière vous, madame, le manuscrit de Louis-Auguste Blanqui. Ce manuscrit a été rédigé alors que Louis-Auguste Blanqui, donc c'est celui qui est sur la droite de la vitrine, il a été rédigé alors que Louis-Auguste Blanqui était enfermé une nouvelle fois, une énième fois. Il a passé plus de la moitié de sa vie en prison du fait de ses opinions politiques. Il était enfermé au fort du Taureau dans la baie de Morlaix, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il avait donc pour seul point vers l'extérieur une petite lucarne au-dessus de sa tête, et il a écrit là-bas son dernier texte, L'éternité par les astres. Alors, on comprend l'éternité par les astres quand effectivement c'était seulement les astres qu'il voyait à travers cette lucarne la nuit. Blanqui donc a toujours écrit quand il était en prison. Il envoyait des notes à l'extérieur, il a utilisé du langage codé, lorsque notamment il citait d'autres anarchistes comme lui qui étaient engagés dans les luttes de l'époque. Il mentionnait leurs noms, donc tout était écrit sous forme de langage codé pour qu'ils ne se fassent pas arrêter à leur tour. Ce texte-là, il n'avait pas besoin de l'écrire en langage codé parce que c'est un texte sur les astres. Mais il payait les colis pour faire sortir ses écrits, il payait les colis. Donc c'était pour lui une nécessité vitale d'alléger le poids des colis. Il a donc utilisé, pour copier la version finale de son texte, dont vous ne voyez ici qu'un seul feuillet, mais il y en a plus d'une vingtaine, des tout petits feuillets, très fins, donc transparents, et on voit par transparence le texte qui est porté au verso, tout petit feuillet qu'il a couvert d'une écriture microscopique sans laisser une seule marge. Et lui-même disait dans une lettre qu'il lui faudrait une loupe pour pouvoir ensuite déchiffrer ce texte, qui demeure malgré tout assez lisible parce qu'il écrivait très bien. Et je travaillais sur les manuscrits de Blanqui pour une toute autre raison, et revenant peut-être pour la 10e fois sur celui-ci, m'est apparu à quel point sa matérialité, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce papier, ses caractères microscopiques, l'absence totale de marge, cette matérialité-là disait quelque chose de ce que l'auteur était en train de vivre. Il disait que quelque chose de pas ordinaire était en train d'être vécu. Et c'est le point de départ de cette exposition qui ensuite a pu être réalisée à la Bibliothèque nationale aussi dans des délais très courts, grâce à la collaboration de nombreuses autres institutions, de collègues d'autres institutions, qui, alors que je les interrogeais sur la présence de tels manuscrits dans leur collection, ont regardé eux aussi, de cette façon-là, à travers ce prisme, des manuscrits qu'ils connaissaient déjà, mais qu'ils n'avaient pas pensé exposer sous ce thème des manuscrits de l'extrême. L'un de vous me demandait hier si je devais retenir seulement quelques manuscrits, lesquels. Je ne vais pas faire de hiérarchie entre les manuscrits, mais pour cette petite présentation ce soir, je voudrais vous parler de la lettre de Jean Artus, qui est derrière vous, monsieur. Jean Artus, c'est l'un des plus jeunes résistants français. Il faisait partie d'un groupe d'élèves du lycée Buffon, engagés dans la résistance. Ils se sont fait arrêter très très vite et ils ont été immédiatement condamnés à mort.
Ils n'ont été exécutés que plusieurs mois plus tard, en février 1943, et le jour de leur exécution, ils ont eu le droit d'envoyer une dernière lettre à qui ils voulaient. Et Jean Artus s'empare donc de ce petit bout de papier, de calepin, et écrit une lettre à l'intention de son père. Sa mère était décédée quelques mois plus tôt. Et cette lettre est bouleversante parce qu'il la commence en écrivant « Mon grand chéri ». Il s'adresse à ce père, mais dans ce moment où il va mourir, il y a un retournement de situation, un retournement du rapport père-fils. Et c'est lui qui enjoint son père de continuer sa vie, d'avoir le courage de continuer sa vie et de continuer à travailler et à lire. Un autre document, un autre manuscrit bouleversant, c'est dans la section Péril, ce manuscrit de Jean-Dominique Bauby. Vous vous souvenez peut-être certains du Scaphandre et le papillon, oui. Livre publié donc en 1997, écrit par Jean-Dominique Bauby, un journaliste qui a donc été victime d'un accident vasculaire cérébral, qui est resté paralysé totalement, à l'exception d'une seule paupière. Il a souhaité dès le début pouvoir faire le récit de ce syndrome de l'enfermement dans lequel il se trouvait, et son éditeur Robert Laffont a mis à sa disposition une secrétaire, une assistante, pour qu'elle vienne prendre en note le texte qu'il lui dictait. Alors comment faisait-il ? Eh bien, ils utilisaient un alphabet créé par l'orthophoniste de l'hôpital où il se trouvait et qui présente les lettres dans leur ordre de fréquence dans la langue française. Elle dictait les lettres et chaque fois qu'on arrivait à la bonne lettre, il clignait de la paupière. Le livre a donc été écrit lettre par lettre. Il composait le texte dans sa tête avant son arrivée, elle arrivait vers 11h le matin. Il composait le texte la nuit ou le matin et lui le dictait de cette façon. Et le manuscrit est exposé à sa première page et on voit quelle peine au début à prendre en note ce texte. Son écriture se met en place petit à petit jusqu'à ce qu'elle trouve plus pratique d'écrire en lettres majuscules, et elle va poursuivre l'écriture donc du Scaphandre et le papillon en lettres majuscules sur les autres pages. On voit qu'elle a vraiment pris le rythme de cette écriture si particulière. Vous avez parlé de la chaise. Alors évidemment la chaise est un objet absolument bouleversant. Cette chaise a été retrouvée à la Libération de Paris, au 84 avenue Foch, qui était un des sièges de la Gestapo, au lieu de torture de résistants français et britanniques. C'est d'une des fenêtres du 84 avenue Foch que Pierre Brossolette s'est jeté pour ne pas céder à la torture. Et l'un de ces résistants, anonyme parce qu'on n'a jamais réussi à déchiffrer son écriture, on a réussi à déchiffrer le texte mais pas sa signature, l'un des résistants a laissé sous l'assise de la chaise, au crayon, une inscription à destination de tous ceux qui viendraient après lui. Un message d'extrême fraternité dans ces moments extrêmement violents de la torture. On ne sait pas s'il a survécu ou pas, si ceux qui sont passés après lui dans cette cellule ont survécu ou pas, mais il nous reste uniquement ce message de fraternité. Je vous disais tout à l'heure, ces mots qui sont vraiment l'expression de l'humanité d'un être au moment où lui risque de perdre la vie. Dans la section Passion, je peux vous parler de ce manuscrit extrêmement émouvant de Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé perd son fils Anatole, âgé de 9 ans, à la suite d'une maladie. Pendant la maladie de son fils, il commence à tenir un tout petit carnet. Les manuscrits sont reproduits à leur taille réelle. Un tout petit carnet dans lequel il note certaines pensées qui lui viennent en lien avec la maladie de son fils, et il poursuit ce carnet après le décès de son fils. Et après ce décès, il se trouve dans une détresse effroyable. Et le manuscrit est exposé à cette page, dont le texte est reproduit sur un cartel, où on voit qu'il ne parvient pas, lui pourtant, l'écrivain, qu'il ne parvient pas à transposer dans le langage l'extrême douleur de la perte de son enfant. Il a besoin d'insister, il a besoin de formuler, de se reformuler cette mort, et il écrit « Ô terreur, il est mort absolument ». C'est cet absolument-là qui est extrêmement bouleversant sur cette page, parce qu'on voit qu'il n'y a pas moyen de
se faire entendre à soi-même cet impensable de la disparition de l'être aimé. Et c'est ce que nous disent aussi les autres manuscrits de la douleur du deuil, et vous verrez cette magnifique ligne hiéroglyphique de larmes et de croix écrite par Saint-Simon. Saint-Simon, grand mémorialiste du XVIIIe siècle. Saint-Simon, il écrit ses mémoires, c'est un manuscrit absolument remarquable, des dizaines de cahiers, de grands cahiers, couverts d'une écriture régulière, il n'y a quasiment aucune rature. Et Saint-Simon ne s'arrête jamais d'écrire, tous les jours. À cette époque, souvent les mariages sont arrangés, mais Saint-Simon a eu la chance d'épouser la femme qu'il aimait, elle a eu la chance d'épouser l'homme qu'elle aimait. Ils ont vécu ensemble, très liés pendant toutes ces années. Et lorsqu'il la perd, eh bien, ce sont des mois pendant lesquels Saint-Simon n'écrit plus. Pendant 6 mois, ce qui est tout à fait inhabituel, Saint-Simon n'écrit plus une seule ligne. Au moment de reprendre la plume, en juillet 1743, il matérialise sa douleur, cette douleur du deuil, par cette ligne extrêmement sobre, digne de croix et de larmes. Dans les manuscrits de la section Possession, vous avez parlé du mémorial de Blaise Pascal. C'est effectivement un manuscrit très important. Il est conservé au département des manuscrits. Il est relié en tête du manuscrit des Pensées. Le mémorial, c'est une histoire aussi incroyable. Et c'est le cas de certains manuscrits, c'est-à-dire qu'au moment de leur transmission aussi, jusqu'à nous, est une aventure incroyable. Blaise Pascal élevé dans un milieu scientifique, connaît sa première révélation en 1646 et pendant 8 ans, il est traversé par de nombreuses périodes de doute. Et en 1654, si vous voulez, peut-être qu'on peut se déplacer un petit peu, en 1654, il connaît une deuxième en proie à une effusion spirituelle, une incandescence intérieure, durant laquelle il éprouve le besoin, ce besoin-là de noter les paroles que, selon lui, Dieu lui dicte, les paroles que cet état d'incandescence intérieure lui dicte. Et ces paroles-là témoignent qu'il est à ce moment dans un état où tout doute s'est échappé de lui, un état de pleine foi, comme il peut y avoir des états de pleine conscience. Il a gardé ce mémorial, donc il est exposé avec sa transcription qui a été réalisée ultérieurement, plié en 4 et cousu dans la doublure de sa veste. Il le cousait dans les doublures de ses vestes successives et 8 ans plus tard, après son décès, un valet chargé de s'occuper de ses vêtements, en saisissant la veste, a senti que quelque chose était plus rigide à cet endroit, a décousu la doublure et a trouvé ce mémorial que nous conservons donc encore maintenant dans les collections publiques. Et peut-être un dernier manuscrit, si j'ai le temps, ou s'il faut arrêter, dans la section donc, Possession, toujours, il y a... alors, on est dans un tout autre domaine, mais vous verrez par exemple ce manuscrit de Robert Desnos. Robert Desnos s'adonnait avec les surréalistes aux séances de sommeil hypnotique. Et Robert Desnos était une des personnes qui réagissait le plus au sommeil hypnotique. Alors, on ne saura jamais si vraiment il écrivait dans cet état de sommeil hypnotique ou s'il simulait. Il se trouve quand même qu'André Breton a décidé de cesser les expériences de sommeil hypnotique parce qu'il trouvait que ça allait beaucoup trop loin et que ça mettait en danger ceux qui s'y soumettaient, notamment Robert Desnos et Benjamin Perret qui lui aussi répondait beaucoup à ces sollicitations de sommeil hypnotique. Et durant ces séances, donc, Robert Desnos écrivait et dessinait aussi. Et ce dessin, pour nous, et résonne très, très particulièrement parce qu'il écrit les caresses de demain nous révélons-elles le carmin des déesses en dessinant ce qu'on peut s'empêcher de voir comme une voie ferrée qui mène à... Or, il est mort. 20 ans plus tard, il est mort en camp de concentration. Juste à la libération. C'est
c'est absolument étonnant et on ne peut pas s'empêcher d'établir cette coïncidence entre ce corbeau, cette ligne de chemin de fer et son sort funeste 20 ans plus tard. Voilà, je pourrais bien sûr en parler encore plus longtemps, mais je vous laisse visiter l'exposition. Et le 16 septembre, je reviendrai. Alors, je dirai la même chose que ce que vous pouvez voir dans l'exposition, mais je parlerai des autres manuscrits aussi qui ne sont pas présents ici. Et donc vous pouvez voir certains dans la dernière vitrine qui présente des pages du catalogue de l'exposition, donc ce catalogue. Alors je rajoute que vous avez ce livre, que l'Encre Malouine a acquis à peu d'exemplaires. Il doit nous en rester une vingtaine. Il est en vente ce soir au prix de 29 €. C'est un livre absolument d'exception. Il y a tout, avec une introduction de Laurence Lebras, et c'est un livre qu'on lit, je ne vous dirai pas avec joie, avec douleur, mais on le lit vraiment avec beaucoup d'émotion. Voilà, il sera présenté dans le hall tout à l'heure. Bonne exposition à tous. Oui. Merci. On vous en parlera.